Bonjour à tous. Alors, je me présente, Vincent Montibus, et j'interviens aujourd'hui pour l'association Dentacuve, donc une association typée photographie argentique. Je vais vous présenter en fait quels sont les formats de films argentiques que vous pouvez encore trouver aujourd'hui et quels appareils vous pouvez utiliser pour faire des photos avec ces films. Alors, donc voilà, les formats de films et les appareils. Je vais commencer par me présenter, savoir un peu qui vous parle. Ensuite, je vais une petite slide sur pourquoi faire de la photographie argentique en 2015. Ça peut paraître un petit peu bizarre ou hors norme. Ensuite, on va parler des formats, donc le format 110, le 135, le 120 ou le moyen format. On va parler des grands formats aussi, 4x5, 8x10, et puis des films instantanés. Et on terminera par une petite partie sur le développement, le tirage, et puis à la fin, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Donc, présentation, moi je suis 100% autodidacte, même si j'ai eu un appareil assez tôt dans les mains, apparemment. J'ai appris les bases en fait de la photo au collège. Il y avait un labo photo avec un prof, donc il nous a appris à charger un appareil, faire des photos, développer les films, faire des tirages. Et c'est toujours resté, même si après il y a eu une grosse pause photo. J'ai repris, on va dire, la photo à la naissance de notre première fille. Et ensuite, en 2011, j'ai repris la photo argentique parce que un peu un ras-le-bol du numérique. J'avais envie de revenir à des bases un petit peu. Et depuis, je continue en fait à avoir une pratique mixte. C'est-à-dire que je fais à la fois de la photo numérique et de la photo argentique. Ça dépend le matin, quand mon humeur, mon envie, j'attrape un boîtier ou un autre. Voilà, ça dépend vraiment de mes projets, de ce que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, je fais principalement de la photographie de rue au 35 mm parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me motive et c'est le genre d'image que j'aime regarder. Et au niveau inspiration, on va dire que tous les grands maîtres photographes, que ce soit Doisneau, Cartier-Bresson, Winogrand, Klein, Arbus, voilà, des grands noms qu'on connaît. Et puis des photographes contemporains aussi, comme Joël Meyerowitz, Nick Turpin, Matt Stewart et plein d'autres. Il y en a énormément, des gros collectifs de photographes de rue que j'apprécie énormément. Donc maintenant, pourquoi faire de la photo argentique en 2015 ? Alors, la première raison et la plus importante pour moi, c'est le plaisir. C'est un médium qui est à notre disposition, autant se faire plaisir et s'amuser. Donc c'est vraiment la grosse motivation, c'est se faire plaisir. Une deuxième aussi, c'est parce que je trouve que ça demande de sortir de sa zone de confiance, de se dépasser, d'aller plus loin. Quand on part faire une balade photo, si on a une pellicule de 36 photos, on peut en faire que 36, on peut pas en faire 1000 sur une carte de 16, comme sur une carte de 16 Go. Donc on va réfléchir un peu plus, on va essayer de travailler ces photos et pas de déclencher à tout va. On essaye, ou en tout cas moi, j'essaye de construire plus mes photos et de faire plus attention avant de déclencher. Ça permet, dans la même optique, d'apprendre différemment. C'est-à-dire qu'on se concentre plus sur son cadrage, on fait attention à ses réglages, on regarde la lumière, on apprend à lire la lumière, parce que quand on n'a pas de cellule, il faut bien se débrouiller. Donc voilà, c'est une autre façon d'apprendre à faire de la photo ou à réapprendre à faire de la photo. C'est pas de l'instantané, il faut attendre derrière. Donc c'est un petit côté que j'aime bien, cette petite incertitude quand on a fait une photo et qu'on sait qu'on l'a sur le film, mais qu'il faut attendre une journée ou une semaine ou un mois ou un an avant de la développer. Derrière, ça permet aussi, et ça fait partie de la partie plaisir, on va dire, d'utiliser des appareils mythiques qui ont fait l'histoire de la photo, un Rolleiflex, un Leica. En argentique, on va dire qu'ils sont un peu plus abordables qu'en numérique et du coup, on peut se faire plaisir avec des appareils qui ont marqué l'histoire. Et puis, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais l'argentique a encore un rendu assez particulier. C'est-à-dire que sur tout ce qui va être des aplats, par exemple, le grain, le sel d'argent va apporter de la matière. Au lieu d'avoir un aplat complètement uni, là, on a toujours de la matière, on a toujours de la texture dans les photos et c'est un côté qui me plaît beaucoup. Alors maintenant, les formats. Les formats en fait, de photos qu'on trouve encore aujourd'hui, ils sont gérés par une norme. C'est la norme ISO 13450. Donc le premier et le plus petit, c'est le 110. C'est un tout petit format. Ensuite, on a le 135 qui est le plus connu, qui est la taille des full frame numériques, le 24-36. Ensuite, on a toute une gamme de formats issus du moyen format, du rouleau 120, du format 120. Donc on a le 645,
le format carré 6.6, le 6.7, le 6.9, et puis il y en a encore plein d'autres dont on parlera un peu plus tard, 6.12, 6.17, 6.24. Et puis après, on fait un gros bond, on passe au 4:5. Donc là, on est dans la chambre, grand format. Puis on peut même aller au-delà, aller au 8:10. Donc ça, on parle en inch, là, en pouces. Donc c'est vraiment du grand format, c'est des appareils différents. Et une autre pratique, une autre façon de faire de la photo encore. Alors on va revenir un petit peu au format 110. C'est un format aujourd'hui qui a été introduit en 72 par Kodak, qui est petit, pratique, et qui à l'époque a été largement adopté, parce que justement, les appareils étaient tout petits, ils faisaient un petit peu espion, les gens se prenaient pour dans James Bond avec des appareils photo vraiment tout petits et assez discrets. Après, son côté petit, bah voilà, on a un négatif qui fait 17 mm par 13, donc qui est vraiment tout petit, qui du coup est difficile à agrandir. Dès qu'on essaye de l'agrandir, bah on va avoir une qualité de photo qui n'est pas top, parce que voilà, dû à la surface du film, on voit beaucoup le grain et on perd en netteté sur les photos. Donc pour vous donner un exemple de comparaison, un film 110 comparé à un crayon de bois. Donc c'est vraiment tout petit. Mais malgré tout, c'est un système qui peut servir. Donc aujourd'hui, il est vendu uniquement par l'homographie, on va dire en film neuf. Après, on peut en trouver des films plus vieux, mais c'est principalement l'homo qui vend des films 110. Et au niveau des appareils, on trouve un petit peu de tout. Donc il y a des systèmes complets qui existent, comme ce Pentax Auto 110, qui est vraiment un mini réflexe, comme on connaît les réflexes aujourd'hui, avec des optiques interchangeables, mais au format 110. Ensuite, l'Homo, forcément, vend aussi des boîtiers. Donc ils ont décliné leur Diana en version 110, donc le Baby Diana, qui est pareil, tout petit, avec lentille un peu plus typée plastique pour faire le rendu que l'Homo vante. Et puis après, il y a des appareils, mine de rien, qui sont un peu plus réputés, comme ce Relais 110A, qui gardent en fait les constructions optiques un peu plus modernes et de meilleure qualité. Donc voilà pour le premier format dont je voulais vous parler, qui est peu utilisé au final, mais encore. Donc voici une photo scannée qui a été réalisée par Anaïs de Dentacube. Donc ici on a un film Lomographie Peacock, donc un film couleur, mais qui a été développé en traitement croisé. C'est-à-dire qu'on a utilisé de la chimie pour de la diapositive sur du film couleur. Alors le format d'après, le 135, je pense qu'il va parler à plus de monde. C'est le format le plus connu et le plus populaire, que l'on trouve encore en masse aujourd'hui. C'est un format qui vient du monde du cinéma. C'est en fait un film de 70 mm qui a été coupé en deux. Il a été lancé en 1924 par Oscar Barnack, donc l'inventeur du Leica. Et la canette, qui lui donne le nom de 135, en fait, a été introduite par Kodak en 1934. Donc 10 ans après, ils ont pensé à embobiner le fil dans une petite canette comme ça pour le protéger. Donc aujourd'hui, on trouve du film 135 en couleur, en noir et blanc, positif et négatif. Donc négatif, c'est le film qu'on va connaître, où les négatifs, voilà, il va être inversé, le blanc est noir, le noir est blanc. Et le film positif, c'est la diapo. Donc il y a de la diapo noir et blanc et de la diapositive couleur. Généralement, il est vendu en bobine de 12, 24 ou 36 vues, à des sensibilités allant de 25 ISO à 3200. Donc on a, mine de rien, encore une belle gamme de produits à disposition, avec des marques que tout le monde a entendues, donc Kodak, Fuji, Ilford, puis d'autres un peu moins connues, mais qui sont présentes aussi, Relais, Agfa, Foma, Berger, FK, Ferrina. Ce sont des marques que vous pouvez trouver aujourd'hui dans le commerce. Certaines sont représentées sur le salon, sur des stands, donc vous pouvez aller, si vous êtes intéressé, aller les voir et voir un peu les produits qu'ils proposent. Alors le format 135, classiquement, il est en 24-36, 24 mm, 36, taille, comme je le disais tout à l'heure, des full frame numériques. Donc là, on a un exemple de bande développée et scannée. Donc voilà, on est sur du format vraiment classique, mais il existe sur le même film des formats un peu plus atypiques. On a le 18-24 qui est de la demi-vue. Donc c'est principalement l'Olympus Pen. Donc en fait, sur le rectangle, en fait, on a deux photos comme ça. Donc au lieu d'avoir une photo en mode paysage, on a deux portraits dans le même espace.
Ensuite, on a des appareils qui, on va dire, qui sont plus typés panoramiques, donc qui vont faire là du 24-58 avec un horizon. C'est un appareil russe à tourelle. Et on a aussi de la double vue, du 24-65, sur les appareils Hasselblad, Fuji, Xpan, X-T1, qui sont le même modèle mais rebrandés. Donc où là, en fait, on a une photo panoramique qui prend deux vues du 24-36 classique. Alors maintenant, je vais vous présenter plusieurs appareils dans le monde 135. On a énormément de boîtiers à disposition en 135 pour utiliser des films 135. Alors je les ai mis dans plusieurs catégories. J'ai commencé par des compacts, des petits appareils compacts. Ensuite, je vais parler des télémétriques. Et puis je vais terminer sur les SLR. Donc les SLR, les single lens reflex, donc les réflexes comme aujourd'hui, avec le miroir et le peintre à prisme. Alors les compacts. Celui que j'ai choisi de vous présenter, c'est un compact que moi j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup utiliser. C'est le Relais 35. C'est un des 3 plus petits compacts 35 mm qui existent avec le Minox et le Minolta TC1. C'est un appareil assez attachant, je trouve, en termes d'objet, parce que voilà, il tient vraiment dans la main. Et il a une particularité, en fait, c'est que pour faire la mise au point, on a une échelle de distance sur la bague de l'objectif, mais on n'a aucun retour dans le viseur. Ce qui fait que pour faire les photos, faut travailler à l'hyperfocale, en zone focus, et bien connaître sa focale et ses réglages pour arriver à faire des photos nettes. Sinon, c'est vrai que ça reste compliqué, sans retour. Mais on y arrive. Donc voilà un exemple de photo réalisé avec un relais 35, ici avec une pellicule noir et blanc Kodak T-Max, qui en fait initialement est à 400 ISO, et que moi j'ai utilisé à 800 et développé à 800. Donc c'est ce qu'on appelle pousser une pellicule. Ça marche bien en noir et blanc. Et en couleur un petit peu aussi. Après les compacts, voilà, il y en a vraiment énormément. Donc j'ai fait une petite sélection de ceux qui, pour moi, voilà, me parlent le plus, que ceux que je trouve intéressants. Donc on a un premier duo, Nikon-Canon, parce que voilà, déjà à l'époque, les deux, on va dire, étaient en course, étaient très concurrentiels. Donc c'est deux compacts 35 mm avec autofocus, les mêmes specs, un 35, un 38 mm, les deux ouvrant à 2.8, et qui sont des boîtiers très très abordables. Bon, là on est à la dizaine d'euros quand on les trouve en brocante et fonctionnels, mais qui marchent vraiment très très bien, qui ont des optiques plus que correctes et qui sont un bon moyen de faire de l'argentique à moindre frais. Après, on a des choses aussi qui viennent de chez Olympus, des Olympus Trip avec des cellules intégrées. On a un petit aussi qui a beaucoup de succès aujourd'hui, le Mu2 d'Olympus, qui est un tout petit boîtier aussi assez attachant, qui en plus a l'avantage d'être résistant à la pluie et qui a un 35-2.8 en optique de très grande qualité. Pardon. Après, on va monter un petit peu en gamme avec des Yashica T3. Donc au fur et à mesure, les prix augmentent aussi. Vous avez des petits pictogrammes pour vous donner un petit peu des idées de prix, même si c'est difficile parce que le marché de l'occasion évolue beaucoup. Ensuite, on a la gamme des Ricoh GR en 28 mm ou en 21, qui sont des super appareils pour la street, enfin la photo de rue. Il y a un couple aussi Nikon qui est assez sympa, qui ont un peu dur à trouver, on va dire, en occasion, parce que les gens les gardent précieusement. C'est les Nikon 35 Ti et 28 Ti, donc en 35 mm ou en 28. On a les Leica aussi, qui ont des petits compacts argentiques, le Mini Lux par exemple, donc qui est un compact tout automatique, mais avec une bonne optique. On a des Contax, le Contax T2. Et puis le petit dernier, c'est le Minolta TC1, dont j'ai parlé, qui est le même format à peu près que le relais, mais un peu plus moderne en termes de construction et d'électronique. Et voilà, je pourrais en remplir des pages et des pages parce qu'il y en a vraiment énormément. Mais c'est une petite sélection d'appareils qui, moi, me plaisent et que j'aime utiliser pour ceux que j'ai. Alors ensuite, en 135, on a les télémétriques. Donc celui que j'ai choisi de vous présenter, c'est celui que j'ai dans mon sac aussi. C'est un mythique, c'est le Leica M6. Donc un télémétrique, en fait, comment ça marche ? Vous avez deux fenêtres et pour faire la mise au point, il faut à l'aide de la bague de l'objectif venir faire superposer deux images à l'endroit où vous voulez faire votre point. Donc c'est une autre façon de faire de la photo par rapport aux réflexes et tout ça. C'est des appareils qui sont mythiques. Toute la série M a commencé au M3, M2, M4, M5, M6, M7 et continue encore aujourd'hui en numérique et en argentique.
Et Leica est aussi réputé pour ses qualités optiques, ses optiques de grande qualité avec énormément de piquets sur tout le champ. Mais ce n'est pas les seules télémétriques qu'il existe, il y en a plein d'autres et à des tarifs beaucoup plus abordables. Alors je vais commencer par le Yashica Electro, qui est un appareil semi-automatique à priorité d'ouverture qui possède une lentille de 40 mm qui ouvre à 1.7, qui a un très très bon rendu, qui est relativement accessible. Là on est dans des tarifs, on va dire, moins de la centaine d'euros. Donc voilà, ça reste abordable pour un appareil de qualité. Ensuite, on a des appareils russes, le FET 35 par exemple, ou les Zorki, qui alors, clairement sont des copies d'anciens Leica, mais qui fonctionnent bien, des montures à vis, des optiques, certaines de grande qualité, pas toutes, mais certaines le sont. On a aussi une gamme de Canon qu'ils ont sorti un peu à la même époque, c'est les Canonais, donc il y en a plusieurs. Celui que j'ai choisi là, c'est le QL17, qui voilà, est un appareil télémétrique à priorité d'ouverture avec une cellule intégrée qui a un très bon rendu. On a l'Olympus XA, le premier qu'ils ont sorti, qui a un tout petit boîtier alors, qui est télémétrique, en plastique, qui ne paye pas de mine, mais qui finalement sort de très belles images. Après, on monte un peu encore en gamme avec le Contax G2 qui se place directement en concurrence des Leica M avec des optiques de la même qualité qui rivalisent avec les optiques Leica. Et puis les Voigtlander Bessa qui, pareil, utilisent des optiques M. Cette fois, c'est la même monture que les Leica et qui sont des appareils plus modernes et qui marchent bien et qu'on trouve encore aujourd'hui dans le commerce à l'achat. Alors voilà, par exemple, un exemple de photo faite au Leica avec du film assez lent, cette fois, du 100 ISO, sur un objectif de 50. Alors l'objectif que j'ai utilisé pour cette photo, il datait de 1954. Donc, mais il fonctionne encore très très bien et il a un super rendu. Ensuite, on va parler des réflexes, donc les SLR. Alors là, c'est pareil, il y a énormément de choix dans les réflexes. J'ai fait une petite sélection. Celui que j'ai choisi de mettre en avant, c'est un Pentax Camille, qui est un appareil 100% manuel, en baïonnette K. C'est un tank. C'est increvable. Il y en a eu 3 millions de fabriqués et de vendus par Pentax. Et donc on en trouve assez facilement à des tarifs très abordables. Et c'est vraiment, voilà, si on y fait un peu attention, ça marche très bien. C'est de la mécanique, il n'y a vraiment pas de souci. Et ça a été aussi l'introduction des premières optiques Pentax SMC, donc avec le super multi-coating, donc il y a du traitement de surface sur la lentille frontale pour améliorer encore les qualités d'image. Et donc des réflexes, on en a plein. Donc autre réflexe assez abordable, complètement mécanique, c'est le Pratica MTL3. Tout mécanique. Tant que ça marche, ça marche. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison que ça casse. C'est vraiment fait pour marcher dans la durée. C'est du lourd, c'est de la mécanique, c'est russe et ça marche bien. Après là, c'est un peu plus haut de gamme, un Nikon F6. Donc déjà, on voit à sa tête que ça se rapproche un peu des Nikon numériques d'aujourd'hui, hein, en termes d'ergonomie et de boîtier. Mais ça reste un argentique. Ensuite, Leica avait un boîtier réflexe, le R6, enfin toute la gamme des R, mais le R6 II est vraiment celui qui a fait le nom de cette gamme chez Leica. Le plus abouti et qu'on trouve, qui est utilisé encore énormément. Après, Canon aussi était là, bien sûr. Donc avec plusieurs boîtiers, le EA1 qui a un petit réflexe grand public qui a été largement vendu par Canon, très accessible, très fonctionnel. On a un peu plus cher et un peu plus évolué le Canon UF1, où là, qui est un peu plus customisable, on peut changer le prisme, il accepte plus d'optique, et il a une meilleure construction, il était dédié vraiment pour les pros à l'époque. Ensuite, chez Nikon, ils avaient le FM, qui était un bon réflexe aussi, qui commençait, on va dire, amateur expérimenté, et toute une gamme qu'ils ont continué à décliner derrière, en FM. Minolta était là avec la gamme X, le X500, le X700, enfin ils en avaient plusieurs, donc c'est des boîtiers qu'on trouve pareil facilement, qui à partir du moment où le boîtier a bien été conservé, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas aujourd'hui. Donc il ne faut pas se priver de les utiliser. Et pareil sur la gamme Olympus avec les OM, ils ont toute une série OM1, OM10, qui sont vraiment utilisables sans souci
aujourd'hui. Et puis Canon avait aussi des gros boîtiers vraiment typés pro, donc les derniers qu'ils ont sortis, les OS 1N, qui font vraiment comme les gros réflexes pro que l'on peut voir aujourd'hui, un DX chez Canon par exemple. Donc on a fait un petit peu le tour des appareils et du format 135, et on va passer maintenant sur ce qu'on appelle le moyen format. Alors le moyen format, donc il y a plusieurs formats d'images qu'on va trouver sur la bobine de 120. Donc la bobine de 120 qui est une petite bobine de cette taille-là, comme on voit. Donc on a un axe et généralement en fait on vient embobiner du film sur un deuxième axe dans l'appareil, et au fur et à mesure qu'on arme, ça vient se déplacer d'une bobine à l'autre. Et donc à la fin le film est passé complètement d'une bobine à l'autre. Il a été introduit au début du 19e siècle, donc c'est un film qui est assez ancien, par Kodak pour le Brownie 2. Donc c'était leur premier appareil avec du film 120. Et ça a été le film le plus standard jusqu'en 1960. Ensuite, c'est le 135 qui a pris le pas et qui s'est beaucoup plus vendu. Le format 120 est plus resté, on va dire, pour les accès professionnels sur l'utilisation. Donc comme je disais, on peut faire plusieurs formats d'images sur ce type de film. Donc du 6,45, donc 6 fois 4,5, où on obtient en gros 15 à 16 vues par rouleau, en fonction du chargement et de l'appareil. Ensuite, on a le 6,6 format carré, qui est revenu très à la mode grâce à Instagram. Donc format qui permet de faire 12, 13 vues sur une bobine. On a du 6,7, on passe à 10 vues. On a du 6,9, 8 vues. On a du 6,12, du 6,17, du 6,24 en fonction des appareils qui sont de plus en plus spécifiques. Donc ça commence à faire des formats très allongés, très panoramiques, mais qui ont un intérêt aussi pour certains photographes. Donc ici, je vous ai montré une petite illustration, et puis j'en ai amené s'il y en a qui veulent les voir après. C'est les papiers qu'il y a au dos, où en fait, en fonction des formats, on a des repères qui ne sont pas placés aux mêmes endroits. Pour les appareils ou à l'arrière, il fallait regarder dans une petite fenêtre rouge inactique là, pour savoir où est-ce qu'il fallait avancer le film. Donc ce papier reste au dos pour protéger le film et savoir jusqu'où avancer quand c'est des appareils complètement manuels. Après, le format 120, comme le 135, existe en couleur, en noir et blanc, en positif, en négatif, aux mêmes sensibilités, de 25 à 3000 ISO. Alors là, pour l'exemple, j'ai mis une planche contact de Viviane Meyer, qui utilisait beaucoup un relais flex en 6.6, donc on voit les 12 photos qu'elle a fait sur son film. Donc voilà, les mêmes marques, on va retrouver les mêmes marques qui fabriquent ou vendent encore ce format, le format 120. Alors le format 120 a eu un petit frère, on va dire le 220, qui est une bobine de même taille, sauf que pour gagner de la place, les constructeurs ont retiré le rouleau de papier, la feuille de papier, et ont doublé la longueur de film. Donc, ce qui fait qu'on avait 2 fois plus de films sur le même format. Mais au final, ça n'a pas tellement accroché parce que c'était beaucoup plus fragile. Et aujourd'hui, on en trouve très très peu. Comme pour le 135, on va pouvoir utiliser différents types de boîtiers avec les films 120. On va pouvoir utiliser, alors, il n'y a pas de compact en 120 ou très peu. Donc on va avoir des réflexes, des SLR. On va avoir aussi des TLR, des Twin Lens Reflex, donc avec 2 lentilles. On va retrouver aussi les télémétriques. Et puis une catégorie que j'ai appelée autre, mais qui en fait va être surtout des appareils typés panoramiques. Alors, sur les réflexes, les SLR, j'ai choisi en fait un Hasselblad. Donc Hasselblad qui a toute une gamme depuis 1957 qui s'appelle le système V. C'est un système complètement modulable. On peut changer le viseur, mettre un prisme, changer les dos, changer les optiques. Ils ont toute une gamme. Et aujourd'hui, c'est un système qui est encore énormément utilisé, à tel point que Hasselblad, pour le système V, vient de sortir un dos numérique compatible avec les boîtiers de 1957 et tout le système V. Donc c'est vraiment des appareils qui servent encore aujourd'hui, qui ont un bruit de déclenchement assez particulier, un gros flop-flop de miroirs et de rideaux qui est marrant à utiliser, et des optiques de grande qualité. C'est pas les seuls, comme toujours, on a du choix, donc je fais une petite sélection. Alors pour commencer à des tarifs un peu moindres que les Hasselblad, on a Mamiya avec le Mamiya 1000S. Pareil, on a un système complet avec des optiques, on peut changer des viseurs, on peut avoir des cellules dans les viseurs. Cette fois, on est sur du 6,45, du format rectangulaire, alors qu'Hasselblad était en 6,6. Généralement, on peut adopter des dos 6,45.
Ensuite, Mamiya a des modèles un peu plus haut de gamme, les RB et RZ67. Donc là, cette fois, sont en format 6x7. C'est des gros boîtiers très lourds. À utiliser à main levée, ça commence à être compliqué, à être lourd. Donc des appareils un peu plus typés peut-être studio ou paysage sur trépied. En appareil un peu, on va dire, sympa et qui change un peu de forme, on a le Pentagon 6 avec un viseur poitrine. Donc il faut regarder par-dessus quand on veut cadrer, qui est assez sympa à utiliser. Pardon. Hop. Ensuite, on ne peut pas parler moyen format sans parler de la bête, le Pentax 6.7, qui a un énorme réflexe argentique en moyen format, qui a une énorme poignée en bois, qui pèse le poids d'un âne mort, mais qui a des optiques de très très grande qualité. C'est pour ça aussi qu'elles sont lourdes, c'est qu'il y a beaucoup de verre dedans, et du coup, bon. Mais voilà, format 6.7 et très utilisé encore aujourd'hui par beaucoup de photographes. Ensuite, on a d'autres marques comme Bronica qui a deux modèles qui sont, on va dire, pour concurrencer un peu Hasselblad, le SQA et le TRS, qui sont voilà, deux autres types de réflexes avec des caractéristiques un peu différentes en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis le dernier, on va dire, alors je ne vais pas parler de Rolls, mais je vais parler de très haut de gamme, le Contax 645, qui est un appareil moyen format, réflexe moyen format en format 6,5, 6,4,5, avec un autofocus, et aussi c'est celui qui, en moyen format, a l'optique la plus rapide, avec la plus grande ouverture. Il utilise un 80 qui ouvre à f2, alors que la plupart des autres sont plutôt soit à f2.8, soit à f4. Donc on a vraiment celui qui a l'optique qui ouvre le plus, la plus lumineuse. Et c'est un boîtier qui du coup est énormément utilisé pour tout ce qui est par les photographes de mariage qui reviennent, qui travaillent à l'argentique, et ben généralement ils shootent avec ce genre de boîtier. Voilà, il en reste encore plein d'autres, on ne peut pas tous les nommer, tous en parler, sinon je vous garde jusqu'à cette nuit. Alors un petit exemple de photo, cette fois on est sur de la couleur avec de la Hasselblad, donc du format carré et de la Portra 800 sur une scène de bord de mer. L'autre format assez mythique sur le moyen format d'appareil, c'est les TLR. Donc deux objectifs à chaque fois. Un objectif qui sert à viser et un objectif qui vient prendre la photo. Donc celui que j'ai choisi de mettre en avant, c'est un système en fait qui a été développé par Mamiya. Ils ont deux boîtiers, le C220, C330, qui est un système en fait complet. Les objectifs sont interchangeables, ils ont plusieurs focales. Ils ont du grand angle, moyen format, donc 55, du 65, du 80, du 105, du 135, du 250 mm. Donc vraiment une palette complète d'objectifs sur un appareil avec un encombrement relativement correct, pas trop lourd mine de rien. Et puis plein d'accessoires aussi, des flashs, des viseurs poitrine, des viseurs avec des prismes, avec des cellules. Donc voilà, un système vraiment très très complet, sympa à utiliser. S'il y a des gens qui veulent voir, il y a Laurent qui est de l'autre côté, qui en utilise un, qui fait des portraits dans le salon avec un grand parapluie. Si vous le voyez, vous le faites coucou et il vous tirera le portrait avec son Mamiya. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas le seul. Les TLR, on en a beaucoup, pour tous les budgets. Alors on a des Minolta autocordes. On va voir qu'en fait, ils ressemblent tous à un modèle, qui est le Rolleiflex. Et en fait, tous se sont inspirés du Rolleiflex, qui était, on va dire, le plus mythique de tous. Donc voilà, on a de Minolta Autocord, du Rolleicord, qui est, on va dire, le grand public de Rolleiflex. On a les Lubitel aussi, qui sont des petits boîtiers, alors qui ont été réédités par Lomo en version un peu plus plastique, mais qui existent aussi en métal d'époque. On trouve des Semflex, une marque française, qui fait voilà, des boîtiers pareils, TLR. On a Yashica, donc des Yashikama, ce sont des très bons TLR, ça, qu'on trouve à des prix assez raisonnables et qui ont de grandes qualités optiques, qui marchent très 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 bien et qui sont un peu sous-estimés en termes de qualité. Et du coup, à privilégier peut-être si vous voulez vous lancer un peu dans le moyen format à un prix assez raisonnable. Et puis au final, on a les Rolleiflex, où là, on va dire qu'il y en a à tous les prix, avec plusieurs formules optiques, plusieurs ouvertures max. Des modèles avec cellules, sans cellules, donc là c'est le Rolleiflex, c'est vraiment lui qui a imposé cette forme et ce type d'appareil. Donc voici une photo faite au Rolleiflex par mon épouse, une série qu'elle a faite en mettant en scène nos filles à Paris, donc prise avec un Rolleiflex de 8D et de la Kodak Tri-X.
Alors ensuite, on a des télémétriques. Comme en 135, c'est le même système pour faire la mise au point. On vient faire coïncider les deux images à l'endroit où on veut faire le point. Ici, je vais vous parler du Mamiya 7.2i parce que c'est en termes de télémétrique moyen format, celui qui se distingue et qui est encensé par tout le monde. C'est un boîtier léger, silencieux, relativement compact pour un moyen format, en format 6x7, qui a une gamme complète d'optiques. Il y a 5 optiques. On va trouver du grand angle, donc du 40 mm, du 65, du 80, du 150 et du 210. Donc pareil, on va pouvoir vraiment bien travailler. C'est un appareil qui est très dédié reportage. Beaucoup de photographes, photoreporters les ont utilisés pour utiliser des grands négatifs et avoir un boîtier télémétrique comme l'Orleca, mais plus de place sur le négatif. Petite précision aussi, c'est un appareil qui permet de faire des doubles expositions. Donc il n'y en a pas tant que ça. Intégré dans le boîtier, on peut gérer des multi-expositions. Après, il y en a quelques autres. Donc il y a Fuji qui a toute une gamme. Alors là, j'ai choisi de présenter le GS645 parce qu'il a une petite particularité, celui-là, c'est que pour faire une photo en paysage, il faut tenir son appareil comme si on voulait faire un portrait. Du fait de son format 645 dans l'autre sens, on est obligé d'incliner, donc c'est un truc, si on ne fait pas gaffe au départ et qu'on ne connaît pas l'appareil, on se fait vite avoir. Et puis le deuxième, c'est un appareil que j'aime beaucoup aussi parce que il est un peu atypique, c'est la Makina 6.7 de Plobel, qui est équipé d'une optique Nikkor, et qui en fait a un soufflet et un système de télémètre où quand on a juste le télémètre avec le pouce et l'index, en fait on vient faire avancer ou reculer l'optique et tous les réglages sont sur la bague de l'optique. C'est un boîtier qui est au final sous une allure un peu carrée, un peu austère et très bien étudié en termes d'ergonomie. Tout tombe sous la main, tout est à sa place et on ne cherche pas les commandes. Donc voilà un exemple de portrait fait avec la Makina d'un joueur d'échecs au Luxembourg, sur pareil de la Kodak Trix, donc film noir et blanc. Alors ensuite on a, après les moyens formats télémétriques, je vais parler de formats un petit peu plus panoramiques que j'ai catégorisés dans les autres. Donc le premier c'est un appareil que pas grand monde connaît ou a vu, c'est le Noblex 150, il y a toute une gamme en fait. C'est des appareils à tourelle. C'est-à-dire que l'optique, elle est derrière ce clapet là, et quand on prend une photo, ça tourne et on a une fente qui passe devant l'optique comme ça pour faire l'exposition. Et le film au dos est curvé pour récupérer la netteté partout. Donc c'est des appareils qui sont un peu gros, un peu contraignants, il faut faire attention à l'horizon, et qui ont des vitesses lentes en fait, du fait du mécanisme. On ne peut pas aller plus lentement que le 1/15e de seconde. Du coup, si on veut faire des poses longues, on a un mode multi-explosion, et puis on met à tourner la tourelle, et puis on compte les tours. Donc par exemple, sur la photo d'après, j'ai fait 50 tours pour pouvoir faire une pause de nuit. Donc voilà, on est resté comme ça, et puis on a compté les tours. Donc au bout d'un moment, on perd un peu le compte, mais un tour de plus, un tour de moins, à 50, on n'est plus à ça près. Donc une petite vue des falaises d'Étretat, là, sur de la Portra 400. Alors là, on a un format panoramique, mais il y a encore plus large. Alors il y a le Fuji GX617, toujours dans la gamme des Fuji G, et qui là fait des photos au format 6x17. Donc vraiment très allongé, qui est un système pareil, complet. On a des viseurs, on a des optiques à plusieurs focales, un peu contraignant à utiliser. On a encore plus grand, on a du 624 avec une marque très peu connue, Gaortzni, qui est impossible à prononcer, qui là utilise des objectifs de chambre grand format, de chambre 4x5, pour pouvoir couvrir le champ sur 24 de large. Et puis on a aussi l'homographie qui vend un Olga 120 panoramique, qui peut, pour les gens qui aiment la photo panoramique, être un bon compromis, parce que c'est un boîtier assez accessible et qui a des rendus assez intéressants, qui est équipé quand même d'un viseur, d'un niveau à bulle pour pouvoir bien cadrer ses photos et être bien droit. Et puis on a aussi des sténopés en moyen format, on les a aussi en 135, mais on peut, avec des petites boîtes en bois et juste un trou, faire des photos avec des formats un petit peu plus hétéroclites. Donc par exemple ici, un sténopé fait en 6x9, 6x9, donc c'est une pause de quelques minutes sur le pont des Arts, à travers juste un petit trou. Donc maintenant, on a vu les petits formats, le 110, le 135. On a vu le moyen format, le 120.
Et on va passer au grand format. Alors grand format, on parle de 4 par 5 pouces ou 8 par 10 et même encore au-delà. Donc là, en fait, ce sont des chambres photographiques généralement. Donc on appelle aussi des view caméras où on vient faire la mise au point sur un dépoli à l'arrière avant de placer son film. Donc les chambres nous permettent en fait d'avoir des mouvements, c'est-à-dire que le corps avant et le corps arrière, là où est le film et là où est l'objectif, ne sont plus solidaires. Il y a juste un soufflet entre les deux et on peut déplacer l'un par rapport à l'autre et ne plus avoir un plan d'image perpendiculaire au plan de netteté par exemple. Donc on va pouvoir introduire des mouvements de bascule, de décentrement. Ce qui sert en fait à récupérer des perspectives sur de la photo d'architecture. Quand on est en contre-plongée, on va pouvoir venir récupérer ces perspectives par exemple, ou alors faire, on va dire, être créatif sur des portraits et essayer sur une personne qui est face à nous un peu de 3/4, récupérer la netteté sur les deux yeux au lieu d'en avoir qu'un si on était en pleine ouverture avec un réflexe classique, un appareil classique. C'est des feuilles photo, donc voilà, c'est vraiment ça marche à la feuille. On a ce format-là, du 4 par 5, et qu'on insère dans des châssis. Donc les châssis, ce sont des petites boîtes comme ça, on vient les mettre dedans, et puis ce qui fait qu'on a 2 photos par feuille. Sur les films 4 par 5, on a des petits crénelures en haut à chaque fois qui permettent d'identifier le type de film et qui permettent aussi de savoir de quel côté on a l'émulsion photosensible. Quand on les rentre dans le noir, parce que ça se manipule, celui-là est foiré, quand on les manipule pour les mettre dans les châssis, c'est forcément dans le noir. Donc comme je disais, on a du film à la feuille à plusieurs formats. On a du 4 par 5 qui fait du 10 par 12,5 à peu près. On a du 5 par 7 qui est le 13-18. Et puis on a du 8 par 10, 20-25 et on pourra encore monter. Et donc on charge à chaque fois ces plans films dans le noir, dans des tentes ou dans une chambre noire, dans des châssis où généralement on peut faire 2 photos par châssis, une de chaque côté. Donc c'est toujours quelque chose qui se prépare un peu, il faut avoir plusieurs châssis quand on part shooter parce qu'on ne peut pas se louper. Et les chambres, voilà, généralement on a des objectifs qui incorporent l'obturateur. Tout est dans l'objectif sur la partie déclenchement. Réglage ouverture, réglage vitesse, tout est dans l'objectif. Donc voilà un exemple de chambre. Donc c'est une chambre Shenhao qui est de construction récente à partir des années 90-2000. C'est chinois, mais malgré tout de très bonne qualité. Des chambres tout en bois comme ça, du coup assez légères, des belles finitions qui sont très agréables à utiliser, qui ont les mouvements de bascule, de décentrement et tout ça, et qu'on trouve à des tarifs relativement abordables pour du grand format. Après, on a encore plein d'autres types de chambres. On va trouver les Graflex, les speed graphiques, qui étaient utilisés principalement pour faire du reportage. C'est des chambres télémétriques. C'est-à-dire que pour faire la mise au point sur ces chambres-là, on n'est pas obligé de passer par le dépoli arrière. On peut vraiment utiliser un télémètre, comme sur les boîtiers moyen format ou petit format, et juste faire la mise au point en jouant sur le soufflet et avoir le retour dans le télémètre. Ensuite, dans le même genre de chambre télémétrique, on a les Linhof Machina. Donc celle-là, la Technica classique, qui est un télémètre mais à cam. C'est-à-dire à cam, on a des petits bouts de métal qui sont liés à chaque objectif, qui ont une longueur précise pour chaque objectif. Et quand on change d'objectif, il faut venir mettre dans la chambre la bonne cam pour pouvoir utiliser le télémètre et que les deux soient adaptés. Donc pareil, les Linhof, on trouve, c'est un système complet avec énormément d'optiques, des dos interchangeables, des poignées, des viseurs, vraiment du gros système et de la haute qualité. Et puis on a les chambres monorail, qu'on va appeler, qui sont plus utilisées en studio parce qu'à transporter c'est assez lourd, il faut un pied très très lourd pour que ça soit bien stable, mais où sur chaque réglage qu'on va pouvoir faire, que ça soit l'espacement entre les plans, les montées, les tilts et tout ça, on va être sur des réglages micrométriques, donc vraiment de la précision, des chambres qui sont utilisées en studio principalement. Et puis pareil, il y en a plein d'autres. On peut trouver des très vieilles chambres en bois avec des objectifs en laiton où l'obturateur on le fait en cachant l'entrée de la lumière au bout de l'objectif. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc voilà un exemple d'une photo à la Défense faite à la Shenhao, avec cette fois-ci de la diapositive couleur de la Fujivelvia, pardon. Avec, on voit que j'ai utilisé les mouvements à la fois pour introduire le flou qu'on voit sur les côtés et aussi de la bascule pour récupérer les perpendiculaires et avoir tout bien droit.
Donc là, on a fait le tour des formats basés sur des films, du film, on va dire, positif ou négatif, mais il reste encore un type de film qu'on peut trouver et qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est les films instantanés. Donc je pense que tout le monde a entendu parler de Polaroid, qui malheureusement, les films Polaroid ne sont plus fabriqués depuis 2009. Ils sont de plus en plus difficiles à trouver et surtout à trouver en bonnes conditions de stockage. Et du coup, les résultats sont de plus en plus incertains, parce que généralement, ils n'ont pas été conservés dans de bonnes conditions et on perd à la qualité à la fin. Mais heureusement, Fuji commercialise encore quelques films. Alors les deux premiers, le FP100C et FP3000B, sont en voie de distinction malheureusement. Fuji arrêtant de les développer. Qui étaient disponibles sur deux formats, un format 95-73 et un format 4 par 5 pouces. Le noir et blanc, ils ont définitivement arrêté. On trouve encore de la couleur, mais c'est de plus en plus difficile à trouver. Par contre, ils les ont remplacés par la gamme Instax. Donc, que vous avez pu voir sur le stand Fuji, ils ont de l'Instax Mini et de l'Instax Wide, donc un peu plus grand. Et puis les boîtiers qui vont avec. Et puis le dernier fabricant, on va dire, de films, c'est Impossible Project, qui en fait en 2008, quand ils ont vu que Polaroid partait en banqueroute, ont racheté la dernière ligne de production Polaroid et essayent de la faire revivre, alors avec des résultats un peu aléatoires encore, mais qui ont... Enfin voilà, ils existent, ils se démènent et ils essayent de continuer d'innover et de travailler sur ces films. Donc on a deux types de films, du couleur, du noir et blanc, pour les Polaroid 600, les SX70, la gamme Image Spectra. Et ils font aussi des plans films Polaroid en 8 par 10, donc 20-25 cm. Alors là, je vais parler d'un appareil moderne, l'Instax Wide, qui est commercialisé actuellement par Fuji, qui est un appareil complètement moderne, l'autofocus, le flash, un viseur, mais qui permet d'avoir des Polaroid un peu à l'ancienne, des résultats... ça marche bien. Là, il n'y a vraiment pas de problème en termes à la sortie des images. On a toujours des images de qualité. Mais voilà, c'est du one-shot. On n'a pas de photo, on n'a pas de négatif, on a juste un positif avec la photo. Mais il peut y avoir des applications très très sympas à faire, en voyage notamment, pour donner aux gens qu'on rencontre, pour garder les souvenirs. Après, on trouve quand même encore énormément d'appareils Polaroid. Donc, par exemple, les SX70, c'est toute une gamme qui a évolué au fur et à mesure, qu'on peut utiliser aujourd'hui avec des films impossibles. Donc c'est des appareils pareils qui se replient avec la chambre noire qui se déplie, donc voilà, qui sont assez marrants. Il y en a avec des autofocus à sonar, enfin vraiment toute une gamme d'appareils. Après les plus classiques et que les gens ont pu connaître aussi, et qui étaient très très grand public, c'est toute la gamme des Polaroid 600. Alors là ils en ont sorti une palanquée, on trouve des Hello Kitty, des Barbie, ils les ont fait en Coca-Cola, des appareils de pub, et puis voilà. Donc là, ici, on a un Super Color 135 qui fait une petite photo Polaroid qu'on connaît. Et puis, on peut faire aussi du Polaroid sur les chambres 4 par 5 et sur les appareils moyen format en mettant des dos qui acceptent les films, soit les films Fuji, soit des films impossibles. Donc, ça permet d'utiliser du Polaroid sur des appareils moyen format. Alors... Maintenant qu'on a vu un peu les formats de films qui existaient et les appareils pour les utiliser, c'est bien, on a shooté notre pellicule, on a fait nos photos. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il y a plusieurs solutions. Il faut déjà la développer. La première solution, c'est de le faire chez soi, à la maison. Donc c'est relativement simple pour le noir et blanc, ça ne demande pas beaucoup d'équipement, ça demande une cuve comme ça, des spires, un petit peu de chimie qu'on trouve au même endroit qu'on achète les films. Donc c'est quelque chose vraiment facile à faire pour le noir et blanc. Pour la couleur, c'est un peu plus contraignant, il faut un peu plus de matériel parce qu'on a besoin d'une température vraiment plus contrôlée. Et puis sinon, on a toujours le laboratoire. Il reste encore quelques photographes, quelques labos qui développent les films noir et blanc, couleur, diapo, et qui à côté proposent des services de tirage de lecture, de scan sur CD pour récupérer les images. Et puis une fois qu'on a les négatifs, qu'on a nos négatifs, voilà, c'est bien de les voir, c'est des beaux objets, après c'est un peu petit, mais c'est bien aussi d'avoir des photos papier, de faire du tirage à partir du négatif. Donc là encore une fois, on peut le faire chez soi, à la maison. Alors ça demande un peu plus, ça demande une pièce noire, ça demande un agrandisseur, ça demande des cuvettes. Mais en noir et blanc, c'est pas infaisable, c'est une expérience assez sympa et il y a un petit côté magique quand la photo elle apparaît dans le bac, quand on commence à la révéler. Donc c'est simple pour le noir et blanc. La couleur, malheureusement, à la maison, c'est très très compliqué. On trouve plus les feuilles, on trouve
du mal à trouver la chimie. Donc il reste les laboratoires où là on va pouvoir, alors je parle de tirage sur mesure, où on va vraiment avoir des professionnels qui peuvent nous guider sur les différents papiers, où on va pouvoir expliquer un peu comment on veut qu'ils travaillent l'image, parce que l'image sous l'agrandisseur, on peut la travailler comme on fait aujourd'hui sous Lightroom ou sous Photoshop sur une image numérique. On va pouvoir assombrir des zones, en éclaircir d'autres, vignetter, ouvrir un peu l'image. Donc tout ça, un tireur, on peut lui donner des consignes au moment du tirage. Et on trouve des tireurs encore noir et blanc et couleur. Après, voilà, moi j'interviens aujourd'hui pour Dans ta cuve. Si jamais vous avez des envies d'apprendre à développer, d'apprendre à faire des tirages, que tout ça, ça vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher d'eux. Et régulièrement, ils font des petits ateliers pour apprendre aux gens comment faire. Alors, il faut un mot pour la fin. On a vu qu'il y a une grande diversité de films, de types de films, noir et blanc, de la couleur, de la diapo, du positif, du négatif, plein de formats, le 110, 135, 120, 4x5, grand format. Du coup, il y a vraiment un grand choix de films et un encore plus grand choix d'appareils pour faire de l'argentique aujourd'hui en 2015. Et du coup, pour tous les budgets, parce qu'on a vraiment des appareils très abordables avec des bons résultats, et puis on peut se faire aussi plaisir en achetant des grandes marques et des appareils beaucoup plus chers. Et voilà, tout ça permet en fait de faire des images qui nous plaisent, de se faire plaisir, parce qu'au final, ce qui compte, en tout cas pour moi, c'est l'image et le plaisir à les faire et à les montrer. Donc voilà, je vous remercie tous de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez les poser là ou discuter après, je reste à votre disposition. Merci à tous.